Rebonjour à tous. Donc, on va pouvoir démarrer notre conférence intitulée Passer à une relation client augmentée. Alors, je vous rappelle juste que tout au long de la conférence, vous allez pouvoir accéder aux mêmes slidos sur lesquels vous vous êtes connecté précédemment pour poser des questions directement à nos invités. Donc, vraiment, n'hésitez pas à les poser. Et pour vous introduire cette conférence, j'ai vraiment l'honneur de pouvoir inviter trois beaux intervenants devant ce beau parterre. Pour introduire justement la conférence, on va parler de plusieurs points bien précis, avec notamment le retour d'Immobilière Atlantique Aménagement. On a la chance d'avoir deux collaborateurs et de Franck, qui est investisseur dans la tech et l'IA. Donc on aura deux points de vue ultra complémentaires pour pouvoir illustrer tout simplement ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle dans le domaine de la relation client. Et donc pour cela, on va aborder plusieurs questions assez précises, telles que les cas d'usage, les applications concrètes que vous pouvez aujourd'hui faire de l'IA appliquée sur la relation client, la relation locataire. Quels sont potentiellement les prérequis pour pouvoir mettre ça en place, les écueils à éviter, sur quel type de projet justement on peut mettre en place de l'IA et potentiellement sur lesquels on doit justement tenir l'IA hors de portée, les blocages, les freins, et on conclura par les conseils de nos invités pour cette mise en place de l'IA. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à interagir avec nos invités via le Slido que je vais checker assez régulièrement. Pardon. Donc on va commencer peut-être par un rapide tour de table pour que vous puissiez nous présenter votre profil et puis les sociétés pour lesquelles vous œuvrez. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Séverine Mazet, je suis directrice des parcours résidentiels et de l'innovation pour Immobilière Atlantique Aménagement. Donc nous sommes bailleur social filiale du groupe 3F. Nous avons 18 000 logements qui sont répartis en Nouvelle-Aquitaine avec 35 000 locataires. Martin Memtomae, moi aussi chez Immobilière Atlantique Aménagement. Je suis en charge d'un service qui accompagne tous les projets de la société, des projets qui ont une vocation interne ou externe. Et on vous expliquera au cours de cette table ronde en quoi comment ce service est arrivé dans notre boutique, puisqu'il a fallu structurer, outiller méthodologiquement nos collaborateurs. Donc voilà, c'est toute une histoire sur la digitalisation et sur la mise en place de services innovants. Bonjour, merci de l'invitation. Je suis Franck Desvignes, je suis founding partner d'un fonds d'investissement VC, Capital Risk, créé par des serial entrepreneurs. Il s'appelle True Global Ventures, qui a la particularité d'abord de gérer principalement l'argent de ses fondateurs. Donc pas du capital risque classique, voilà. Et la deuxième particularité, c'est d'être étendu à l'international dans 4 régions dans le monde: les États-Unis, l'Asie, l'Europe et le Middle East. Et donc on a investi dans la tech, et dans la tech plus précisément dans l'IA et dans la blockchain. Voilà. Et donc il y a un certain nombre de choses dont on va pouvoir partager avec vous les perspectives. Exactement. Alors j'ai prévu de poser 5 questions à mes invités pour cadencer cette conférence. Je ne sais pas si on aura le temps de toutes les passer en revue. Ma première question, c'était pour essayer peut-être d'inspirer finalement les bailleurs qui hésitent encore. Je me demandais comment vous étiez amené à réfléchir justement à cette mise en place de l'IA ou tout simplement considérer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors oui, on n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain à l'IA en se levant un matin et en se disant tiens, qu'est-ce qu'on va mettre dans nos process. On s'est éveillé à ça. D'abord, on est très curieux, mais on s'est éveillé à ça et on a commencé par la digitalisation de la relation client il y a à peu près il y a 5 ans de cela, en offrant un nouveau canal de communication à nos locataires via un QR code pour les faire monter en autonomie sur la déclaration de l'incident, puis ensuite sur toute la partie administrative.
Et fort de ça, moi j'ai dans mes champs d'action, en tout cas l'accompagnement des parcours résidentiels. Ça va aussi évidemment sur l'expérience client, comment on peut optimiser sa relation client. Et donc, fort de ce nouveau canal de communication, on a eu 2 axes de réflexion. Un premier qui est installé et où on a digitalisé un process et déporté totalement sur de l'IA un métier de la société qui était on s'est interrogé sur comment on pouvait optimiser tous nos courriers entrants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait des collaborateurs qui étaient là le matin, ouverture de courrier, lecture des courriers, attribution de ces courriers au bon métier, etc. Et on était convaincus, parce que l'idée, ce n'était pas que ce collaborateur-là, que son poste soit supprimé, mais bien de pouvoir lui confier des tâches à plus forte valeur ajoutée et surtout faire des tâches qu'on n'avait pas le temps de faire jusqu'à présent. Donc on s'est mis comme nous sommes curieux, nous avons rencontré plusieurs jeunes startups, dont une qui est parmi nous aujourd'hui. C'était avant le Covid. Et donc, on a aujourd'hui installé la lecture automatisée de l'ensemble de nos courriers entrants, y compris sur le manuscrit. Et c'est quelque chose qui est en place chez nous depuis un peu plus d'1 an et qui a nécessité, ça a été un long chemin, parce que je vous dis, on les a rencontrés, c'était avant le Covid. Alors, la période Covid ne nous a pas arrangé, évidemment, pour accélérer la mise en place de ce process, mais en tout cas, Martin est avec moi aujourd'hui, parce que je voudrais quand même éveiller les bailleurs. On n'est pas sur le métier le plus moderne en termes d'utilisation de nouvelles technologies. Et ça veut dire aussi que sur notre clientèle interne, en l'occurrence nos collaborateurs, il faut absolument penser à comment donner du sens à ces nouveaux process quand on intègre de l'IA, comment on passe le message aux collaborateurs et surtout comment on les accompagne. Nous, ça nous a conduit en tout cas à créer un nouveau métier chez nous, qui est le service de Martin, qui vient en appui aux équipes pour leur expliquer, pour qu'ils comprennent l'intérêt et pour pouvoir aussi imaginer demain, quand on arrête de faire une tâche au quotidien, comment on va le transférer sur autre chose. Et la seconde chose, ça va être... Alors peut-être que je mange sur le... Je me dépêche. La seconde chose, c'est comme on accompagne les parcours résidentiels, pour moi, l'intelligence artificielle, elle a du sens sur la prédiction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a des métiers d'accompagnement, de proximité, et on s'est dit comment on pouvait aujourd'hui équiper nos collaborateurs, sur de la remontée d'alerte avant la survenance d'un événement. Et on a travaillé avec le CNAM pendant 2 ans, avec des ingénieurs en dernière année, qui nous ont mouliné de la data pour observer des parcours résidentiels. Et on a terminé en incubant chez nous un data scientist qui est venu analyser 15 ans de data et qui nous a sorti un bout de programme d'accompagnement pour nos équipes de précontentieux, qui va être capable aujourd'hui d'aller nous sortir un profil avant même qu'il soit en impayé, en disant attention, monsieur X, quand on analyse son parcours, eh ben, il ressemble à X parcours qu'on finit en impayé 6 mois après. Donc l'idée, c'est bien d'accompagner, c'est de l'aide aux équipes pour pouvoir se rapprocher de ces personnes-là et de mettre un accompagnement pour éviter la survenance de l'événement. Donc nous, on en est là aujourd'hui, c'est les prémices. Évidemment, comme c'est de l'IA, on peut monter en gamme, on y pense aussi sur l'analyse de la gestion de la réclamation sur les bâtiments qui sont, là, on a de la donnée hyper précieuse, pas encore exploitée. Donc, on est vraiment sur tous ces sujets-là. Mais il y a quand même, voilà, il faut quand même y aller tranquillement et en réfléchissant vraiment à l'accompagnement qu'on y met pour que ce soit compris, saisi et utile. Ça a été très complet, parfait. Justement, la variante que j'avais pour toi, Franck, c'était comment tu as été amené à toucher à l'IA et d'aller jusqu'à te dire
que tu allais investir justement dans cette technologie? Oui, alors dans mon parcours, j'ai eu la chance de travailler. Alors j'ai vendu ma première boîte internet en 99, donc avant les années 2000. Et ensuite, j'ai fait 12 ans chez BNP Paribas et notamment lancé tous les sujets de gestion en ligne des comptes bancaires, l'internet banking, puis ensuite le mobile, donc par vagues successives. Et puis ensuite 12 ans chez AXA. Voilà, l'IA s'est pas appelé comme ça. Il n'y a pas eu cet engouement finalement pendant toutes ces années. Ce qui était très important, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est les données. Donc dès les années 2000, en fait, chaque comportement sur Internet des consommateurs est tracé, et c'est ce qu'on appelle l'analyse de données. Et c'est ça qui a donné naissance en fait à des terras et des terras de données qu'on analyse maintenant et sur lesquelles, quand on a la chance d'être propriétaire de ces données, on peut commencer à comprendre des modèles et on modéliser, comme c'est le cas pour nos speakers, comment modéliser un certain nombre de choses. Donc évidemment, dans l'assurance et dans la banque, les services financiers sont on va dire les pourvoyeurs de données gigantesques, et donc très tôt, l'analyse de données était une des priorités en fait des équipes. Alors, juste dans le métier que je faisais il y a encore quelques semaines, dans la partie intelligence artificielle dans le monde de l'assurance, c'est évidemment le cas d'usage principal, c'est la détection de fraude. Voilà, parce qu'on peut analyser des tonnes de documents et que d'un seul coup, y compris des cas très complexes, hein, ça peut aller d'une fuite d'eau chez un particulier avec des photos, et puis à des cas très complexes d'une usine envahie par l'eau, justement, par exemple, avec de l'imagerie satellite, des documents très complexes. Voilà, donc on est exposé finalement dans son parcours à de l'analyse de données, et à un moment donné, on passe à l'IA. Une petite anecdote, parce que cette IA qu'on appelle générative maintenant a pris un peu tout le monde par surprise, y compris le monde de la tech, et y compris les gens qui sont à l'origine de ChatGPT, OpenAI. Donc j'ai une toute petite anecdote qui est assez savoureuse. En fait, GPT, la version 1, a été mis en open source par la société OpenAI. Donc vous savez qu'à la base, c'est une société non profitable, non-profit, comme on dit plutôt. Et donc, ils ont mis ce modèle-là, ce premier modèle de langage, en ligne, en open source, pour que d'autres secteurs, d'autres métiers viennent développer par-dessus un certain nombre de modèles et d'usages, sans savoir vraiment comment ça va être utilisé. C'est une société de gaming, en fait, initialement, qui a trouvé que le modèle était beaucoup plus intelligent que ce qu'il avait l'air d'être sur ces quelques lignes de code. C'est une société qui s'appelle Inward, en Californie, et qui a l'habitude de créer des personnages non jouables, ce qu'on appelle des NPC caractères dans le monde du jeu vidéo. Et donc, ces personnages, vous savez, quand vous êtes joueur, vous allez vers eux et ils vous donnent un certain nombre d'indications, et en fait, vous échangez par le biais d'un chat. Eh bien, GPT n'était pas ChatGPT, et quand ils ont trouvé que la fonctionnalité, enfin le moteur d'intelligence artificielle fonctionnait plutôt particulièrement bien, c'est eux qui sont allés prévenir OpenAI en disant: mais votre moteur, pour interagir avec l'humain, le chat est une super interface. Et c'est devenu ChatGPT. Voilà, donc vous voyez, même l'ensemble des acteurs américains qui dominent le secteur aujourd'hui ont été pris par surprise. Donc commencer aujourd'hui par comprendre le stock de données qu'on a et se mettre à envisager un certain nombre de projets avec ça, définitivement, c'est ce qu'on doit faire en ce moment. Parfait, très intéressant. C'est vrai qu'on a peut-être tous utilisé ChatGPT au moins une fois dans notre vie pour quelconque mission, mais on n'avait pas forcément l'histoire de la genèse. Basé un peu sur ce que vous avez dit, si on évoquait les cas d'usage un peu plus précisément et les applications concrètes de l'IA, votre retour d'expérience chez IA, et peut-être côté Franck, dans quel projet tu as tendance à investir et ceux que tu as en tête?
Nous, sur les cas d'usage, ce sont les deux que je vous ai cités, hein, à savoir la lecture automatique de nos courriers entrants. Je vais laisser Martin parler sur ce sujet. On a eu la chance, ça c'est important, de travailler avec l'EthicsBee, qui est là, je ne sais pas où ils sont, mais c'est eux, il y a 5 ans, c'était Onogone à l'époque, qui nous ont accompagnés et qui ont compris, puisqu'en fait les data scientists étaient intelligibles, parce que moi autant vous dire que je n'y connais rien, il fallait qu'ils soient en mesure en tout cas de comprendre nos process et l'accompagnement des équipes sur le sujet, parce que quand on parle IA, les gens se disent immédiatement c'est de la magie, ça va marcher tout de suite, etc. L'IA, elle a besoin d'apprendre, ça met du temps, et ça, il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement au changement qui soit mis en place pour ce cas d'usage-là, en l'occurrence. Pour le reste, on est encore au stade d'expérimentation. De toute façon, on est très, très expérimentation, nous, chez IA. Donc là, on a brassé de la donnée pour s'interroger sur une thématique, mais cette thématique, elle est déclinable. En fait, la data qui est disponible chez un bailleur social, elle est hyper riche, parce qu'on on touche à vraiment un nombre de données infini sur nos clients. Donc, on peut tout imaginer. Et je pense que du coup, dans ce type de projet, il ne faut pas se cantonner à une thématique, mais plutôt laisser les experts de ces métiers nous révéler ce qu'ils lisent dans cette donnée et pas se dire on va travailler uniquement là-dessus. C'est plutôt ça. Je vais laisser Martin pour le cas d'usage, en tout cas pour l'accompagnement. Je rejoins ce que tu viens de dire, forcément. La chose la plus compliquée qu'on ait eu à mettre en œuvre au moment de ce projet, c'est la compréhension et d'avoir les bons interlocuteurs autour de la table. C'est vrai que nous ne sommes pas experts en intelligence artificielle. Nos services SI ont des connaissances, mais ne touchent pas non plus du doigt tout ce qui touche autour de l'IA. Et donc, il a fallu réunir vraiment les bons interlocuteurs. Et je ne sais plus qui parlait de notion de partnership tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, c'est qu'on était avec l'EthicsBee en l'occurrence, mais avec le partenaire pour construire avec eux la solution, et surtout cette solution qui devait être adaptée à nos besoins. Parce que si on met de l'IA comme ça, sans rien, sans cadrer vraiment ce qu'on voulait au départ, il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, beaucoup d'accompagnement de leur part, et avec des personnes qui comprenaient ce que l'on voulait, et qui retraduisaient aussi leur langage technique en besoin métier chez nous. Donc c'est vraiment ce qui fait que ça fonctionne, c'est ça, c'est de se comprendre. Ce projet-là, il a été mené, comme tu le disais, depuis quelques années, lancé officiellement en avril, donc ça fait maintenant 1 an. On mesure les indicateurs, donc déjà de taux de lecture de nos documents. Donc effectivement, au départ, c'était pas forcément ça, puisqu'il fallait apprendre. On a eu des milliers de documents à passer dans la machine avant une première bonne lecture et une première bonne classification du document. Mais une fois qu'on a exercé cette IA, on voit que ça fonctionne, et que ça fonctionne bien en accompagnant. Alors c'est vraiment le message le plus important, c'est accompagner aussi les équipes, communiquer tout au long de la mise en place du projet. Parce que si on arrive avec une solution un peu clé en main et qu'on leur dit maintenant vous faites comme ça, et ça fonctionne pas non plus. Donc beaucoup d'accompagnement, de pédagogie de notre part, de leur part. Et en fait, tout ça pour vous dire que ça nous a permis aussi de réduire et de gagner un ETP sur la lecture des documents, en tout cas l'ouverture des documents. Donc tous les matins, quelqu'un disait là c'est tel document, c'est tel territoire, donc ça va être à telle personne, tel service. Là maintenant on scanne en masse, et c'est l'IA qui nous dit voilà, c'est tel service maintenant. Donc vraiment de l'accompagnement, de la communication et de la pédagogie. Moi, j'ai investi donc dans le gaming, je vous l'ai dit, et dans les services financiers avec de l'intelligence artificielle. Dans le gaming, c'est simple, mais
quand j'ai commencé ma carrière, j'avais comme coworker dans les bureaux des amis qui étaient graphistes et qui faisaient une journée, un arbre, pour aller rejoindre une forêt dans un jeu vidéo. Bon, bah, aujourd'hui, j'ai vu des entreprises qui sont en train de peupler toutes ces métaverses et tous ces jeux vidéo avec des simples prompts. Je veux une forêt en automne, etc. Et c'est immédiat, en fait, aléatoirement, on va créer un certain nombre de paysages. J'ai même vu, toujours dans ce monde du gaming, du prompt to play. C'est pour vous donner un peu jusqu'où on va. Donc vous dites, je veux un jeu de voiture, ça se passe sur 3 niveaux, il faut éviter les bananes, ramasser des oranges. Boum, j'appuie sur un bouton et je commence à jouer avec le jeu vidéo. Donc les progrès sont effectivement exponentiels et vont avancer. Dans les services financiers, j'ai investi en 2019 dans une société allemande qui utilise l'intelligence générative pour générer des stratégies d'investissement pour des asset managers. Donc ça paraît un peu Star Trek, mais en fait avec 20 ans d'historique de données sur le SP500 aux États-Unis et quelques données propriétaires, ils peuvent préparer en fait un certain nombre de cohérence par rapport à qu'est-ce qui serait une stratégie d'investissement sur tel ou tel secteur et comment on peut la backtester, c'est-à-dire tester sur le passé comment elle pourrait fonctionner et comment voilà. Et puis après les asset managers prennent ces stratégies d'investissement, en font des produits ou décident d'y investir ou pas. Ce qui est intéressant, c'est dans quelle direction je regarde avec mes camarades pour investir. Donc tous les sujets, en fait, si vous voulez, il y a deux sortes de sociétés autour de l'intelligence artificielle, celles qui vont vous aider à faire des gains de productivité, et puis il y a les projets qui vont vous aider à générer de nouveaux revenus. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'un ou l'autre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, principalement, le premier pas dans tous les secteurs que je vois, c'est le gain de productivité. Dans le gaming, je vous ai dit, le chiffre, c'est 80% de gain de productivité pour sortir un jeu vidéo. Dans l'immobilier, j'ai pas de données, mais c'est évidemment un pourcentage à deux chiffres. Moi, ce qui va m'intéresser un peu plus, c'est ce qui est dans la génération de nouveaux types de revenus. Alors, dans la promotion immobilière, notamment, j'ai rencontré des sociétés qui font de la détection d'opportunités. Donc, une sorte de deal flow, sourcing de deal flow. Ces opportunités sont qualifiées. Ensuite, il y a toute une sorte de projet d'architecture, d'urbanisation qui est présenté, généré. On va très loin, hein, c'est-à-dire qu'on sait que dans tel secteur, il faut tant de pourcents d'écoles, de crèches, de logements sociaux. Voilà. Et donc toute cette préparation va être documentée. Généré à la volée. Alors, ça nécessite pas mal de travail pour donner les indications et les modèles. Ensuite, présenter, obtenir des permis, etc. Donc, automatisation d'un certain nombre de tâches. Et ensuite, pour l'instant, revendu à des promoteurs qui veulent enchaîner. Donc, ça, par exemple, ça me paraît être un secteur dans lequel il y a des points à aller chercher, générer de nouveaux... ça paraît magique, mais je l'ai vu fonctionner. Voilà. Donc moi, tout ce qui est légal, tout ce qui tourne autour du juridique, la gestion de contrats, la compréhension des documents complexes, toute la partie, alors vous savez que le langage va jusqu'au coding, donc on peut aussi utiliser l'intelligence artificielle pour écrire des lignes de code. Vous n'avez plus besoin d'être développeur ou d'avoir une batterie de développeurs chez vous. Ça, c'est un secteur qui m'intéresse aussi beaucoup, et notamment autour de la cybersécurité. Mais ce qui est intéressant dans le coding, par exemple, c'est que en fait, dans la journée d'un codeur, 80% de son job va être en fait de relire du code existant. Il y a un legacy de code existant qu'il faut auditer, réécrire, optimiser, etc. Et ça, aujourd'hui, les machines avec des modèles peuvent le faire très bien. Voilà. Et donc, si on pousse un peu cette machine-là, tout ce qui concerne la relation avec
alors je peux parler de la relation client, mais je vais y revenir, mais la relation avec les régulateurs, c'est évidemment très intéressant. Il y a encore des sociétés aujourd'hui où le régulateur impose un certain nombre de gens pour faire de la conformité et de la compliance sur des papiers, des KYC, comment mieux connaître ses clients, sur des transactions. Aujourd'hui, un certain nombre d'automatisation des tâches qui pourraient être faites directement avec le régulateur pour que en fait, les reporting puissent se faire plus facilement. Sur la relation client, j'ai vu des très beaux cas dans mon portfolio, c'est-à-dire dans les sociétés dans lesquelles j'ai investi, et notamment une société qui s'appelle Ledger, qui fabrique ces petites clés pour permettre en fait aux détenteurs de cryptoactifs, de sécuriser leurs cryptoactifs. Vous savez qu'il y a 12% des Français qui sont possesseurs de cryptoactifs. Cette société, en fait, pour les possesseurs de Bitcoin, sécurise 20% des Bitcoins dans le monde. Et ils ont un sujet de cybersécurité dans la relation avec leurs clients. Et donc, ils ont, en fait, de façon anonyme, ils savent faire de la relation client dans le sens où ils savent débugger un certain nombre de situations. Ils ont utilisé GPT-4 pour justement gérer cette relation client en mode presque automatique, en améliorant d'une bonne dizaine de points la satisfaction client. Donc voilà, typiquement, genre de projet qu'on peut lancer assez rapidement avec les outils d'aujourd'hui. Des cas d'usage très concrets, tant pour l'immobilier que les bailleurs sociaux. Je me permets juste de faire un petit aparté Slido pour poser à Séverine et Martin une question sur la durée de la phase d'apprentissage de l'IA pour les courriers entrants, pour l'analyse et le traitement des courriers entrants. Je ne sais pas si vous avez l'info, une durée approximative. Approximativement, on a mis entre 6 mois et 1 an pour apprendre. Donc on a identifié à peu près 80% de la sur tous les documents qu'on recevait, on s'est dit on va traiter les 80% d'abord, ce qu'on reçoit le plus souvent, et donc sur ces 80%, on a donné à apprendre à la machine, et donc on lui a fourni, je ne sais plus, 1500 ou 2000 courriers, et ce qui a permis après derrière d'augmenter le taux de 70 à 80, puis 90%, et puis on est sur 95% actuellement. Donc une phase d'apprentissage qui peut paraître assez longue au départ, mais pour les gains que l'on a derrière, c'est minime. Oui. C'est une solution qui continue à apprendre. Voilà. Merci beaucoup. J'avais envie de poser la question dans l'autre sens, justement. Où est-ce que vous ne voulez pas mettre du tout d'IA, où ça peut paraître risqué, peut-être une certaine responsabilité qui peut être engagée, ou tout simplement l'IA n'est peut-être pas adaptée justement à ce cas d'usage? Alors, on a eu à faire ce choix il y a quelques années sur toute la stratégie sur l'habitat spécifique en faveur des personnes âgées en situation de handicap. IA est très engagée au travers de 2 labels pour lesquels nous amenons, en plus d'un logement adapté, du service, qui nous a beaucoup d'ailleurs éveillés sur tout ce qui se passe dans le monde du digital et de l'IA. Et on nous a proposé un modèle absolument magique d'écoute de télésurveillance, on va dire, qui, par le biais de faisceaux lumineux qui étaient dans les prises des appartes, en fait, rayonne l'appartement et est capable de détecter les chutes, mais les chutes au point d'avoir aussi une analyse si la personne est toujours vivante ou non. Vous voyez, on va vraiment du... Donc, on s'est dit pas du tout. On va pas du tout aller jusque-là. On a aujourd'hui des partenariats sur la téléassistance avec des modèles tout à fait classiques. Mais là, vous voyez, pour le coup, je pense qu'on n'est plus dans notre rôle de bailleur. La seconde raison, elle est aussi de notre responsabilité. À partir du moment où vous installez ça dans un appart, dans les prises de courant, vous êtes responsable d'un éventuel dysfonctionnement qui n'aura pas signalé la chute, par exemple. Et puis moi, là, on touche à la santé. Après, on a chacun
voilà, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a aussi, sur la conservation de la vie privée, il y a aussi des questions à se poser. En tout cas, nous, on a décidé de ne pas expérimenter ce projet. À l'époque, on n'a toujours pas changé d'avis. Peut-être que demain, avec aussi l'évolution des modèles, il y aura peut-être quelque chose de plutôt séduisant qui sera proposé du coup à notre locataire de sa responsabilité. Nous, on n'est pas prêt à franchir ce pas pour l'instant. Ouais, non, mais parce que moi je pense que ça va devenir de moins en moins possible en fait d'éviter l'intervention de l'intelligence artificielle. Après, c'est l'éthique personnelle qui fait à un moment donné, ou de la société, enfin ces valeurs qui fait que vous acceptez ou pas de faire telle ou telle de choses. Mais concrètement aujourd'hui, dans la plupart des process qui nous entourent, il y a de la donnée qui permet de prendre des décisions. À partir de, enfin, je vais même aller, enfin les mails que vous recevez sont analysés par de l'intelligence artificielle, et si ils sont trop comme ci ou trop comme ça, ils partent dans vos spams ou ils partent dans des alertes de cybersécurité. Enfin, je veux dire, les mails que vous recevez sont tous, il y a eu une intervention d'intelligence artificielle avant que vous les recevez. N'importe quelle photo que vous prenez avec votre smartphone aujourd'hui est complètement trafiquée par de l'intelligence artificielle. Vous n'êtes pas le super, et moi non plus, hein, d'ailleurs, le super photographe qu'on pense être. Quand on prend les photos avec un smartphone, il y a une bonne dose d'intelligence artificielle. Donc vous pensez à ça dans vos processus métiers, il y a de l'intelligence artificielle fatalement déjà. Voilà, donc à partir de ce moment-là, c'est vraiment, il faut être dans le contrôle et ce qu'on appelle de mettre une contrainte sur les outils que vous utilisez, ce qu'on appelle dans le jargon l'explicabilité de cette intelligence artificielle, c'est-à-dire à quel moment vous pouvez comprendre quel est le processus de décision qui a amené l'intelligence artificielle à prendre telle décision. Voilà, donc dans les grandes sociétés dont j'ai fait partie, AXA, BNP, etc., le principal frein à adopter des solutions d'intelligence artificielle pour tout, c'est de se dire, OK, à partir de quel moment je peux expliquer pourquoi cette décision a été prise ou pas. Donc c'est vraiment une histoire de contrôle. Rester dans le contrôle, alors ça peut être quelqu'un qui appuie sur un bouton et qui revérifie ce qui a été précisément dit ou résumé. Pour la relation client, il y a plein de call centers qui sont en train de faire les résumés un peu automatiques de la discussion en écoutant, en enregistrant finalement la conversation. Qui appuie sur le bouton? Est-ce qu'on relit les verbatims qui ont été utilisés? Est-ce que moi, je ne sais pas si vous utilisez ces solutions. Là, j'en ai testé pas mal. Il y en a qui réécrivent n'importe quoi, d'autres qui interprètent. Donc voilà, il faut vraiment aller dans le choix des outils et comment les outils sont construits pour pouvoir faire ce genre de projet. Est-ce qu'il y a peut-être des secteurs dans lesquels tu as décidé de ne jamais investir ? Non, pour l'instant, je me suis pas mis de barrière comme ça. On rencontre en fait, là, je lance une grande compétition sur 3 continents des meilleures boîtes d'intelligence artificielle. On va recevoir à peu près entre 300 et 400 projets. On va les classifier, essayer de comprendre. On va certainement utiliser un peu d'intelligence artificielle aussi. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas sanctuarisé un secteur. Ce qui est sûr, c'est que tous les secteurs de l'industrie, et même ceux qui n'étaient pas du tout tech, sont touchés par l'adoption de ces services. Voilà, il faut le faire correctement en pensant à ce qu'on fait. Moi, j'ai un très bon ami qui s'appelle François Candelon, dont vous lisez peut-être les articles dans les Échos ou qui passe souvent sur le BCG. Il est sur BFM. Il est en charge de la recherche, et notamment sur l'IA, au sein du BCG. Lui, il pense qu'il y a des secteurs entiers à sanctuariser pour pas qu'il y ait une intervention d'une machine. Et voilà. Moi, je pense qu'on peut, avec ces valeurs, naviguer dans cet environnement-là, parce que ça risque d'être complètement, on risque d'être mis complètement de côté. Très bien. Et justement, tu as commencé à les évoquer, Franck, les avantages principaux de l'IA selon vous. C'est intéressant d'avoir les 2 visions, côté investisseur et côté bailleur social. Peut-être que tu peux commencer, Franck. Oui, mais finalement, pour moi, c'est réduction des coûts
gain de productivité dans les secteurs qui vont l'adopter, et où, et là je pense que c'est ça la partie la plus intéressante, à quel moment ça va rebattre les cartes entre votre core business d'aujourd'hui et ce qui n'est pas core business aujourd'hui chez vous, mais qui est connexe à votre activité, que vous pourriez faire ou faire mieux. Voilà. Et donc là, ça va rebattre les cartes de la compétition. Et aujourd'hui, pour se poser la question de quel est son meilleur cas d'usage dans sa société, il faut la passer dans ce schéma de dire ok, est-ce que je fais du gain de productivité, donc là c'est ma bottom line que ça va impacter, et où je vais faire plutôt de la top line. Voilà, je pense que c'est ça le filtre en fait, un peu qui décide de quel est le ROI, quel est le retour sur investissement de chacun des projets dans lesquels voilà. Dans le monde de l'assurance, par exemple, clairement, depuis longtemps, c'est sur la gestion de sinistres et la détection des fraudes dans les sinistres. C'est évident que le retour sur investissement, il est immédiat. Et donc, voilà, il peut payer les investissements qui ont été faits. Voilà. Ah ben moi, j'en vois plein. Des avantages, j'en vois plein. D'abord, on parle relation client. Sur la relation client, c'est d'abord connaître ses clients. Là, c'est une chance folle d'avoir la possibilité d'avoir une IA qui va pouvoir analyser le client, d'avoir une donnée aussi qui est fiable. C'est-à-dire qu'on sait d'où on est allé la chercher, elle arrive de la même source. Moi, je suis convaincue de ça. Ça optimisera la relation client, de notre connaissance que nous aurons du client, du fait de pouvoir intervenir pour son accompagnement à des moments qui sont donc évidemment en amont, ce que je vous expliquais tout à l'heure, de la survenance de l'événement. Et puis il y a aussi au niveau des collaborateurs, c'est-à-dire que quand vous mettiez 2 heures pour faire une tâche et qu'aujourd'hui vous avez un accompagnement dans vos process qui vous permet de faire ça en 3 minutes, bah, très clairement, votre métier, on peut vous repositionner sur d'autres tâches que vous n'auriez pas imaginées ou que vous n'aviez pas le temps de faire, qui sont pourtant les tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc ça, en clientèle interne, il y a évidemment beaucoup de choses. Puis les coûts, quoi, les économies de coûts, c'est une certitude. Donc ce que j'entends, c'est finalement pouvoir économiser en temps, apporter une réponse plus personnalisée aussi aux locataires, comparé à un mode où il y a un peu moins d'automatisation, où on peut recevoir peut-être une réponse générique qui peut répondre à la demande, mais qui n'est peut-être pas hyper personnalisée. Et on va finir justement sur quelques points que vous avez évoqués un peu tout au long de votre discours, sur les blocages et les freins concernant cette mise en place de projets liés à l'intelligence artificielle, qu'elle soit peut-être interne ou externe. Est-ce que vous avez quelques choses à nous dire à ce niveau-là ? En tout cas, je vais parler des bailleurs sociaux. Le premier frein, ça va être que tout le monde soit d'accord pour pouvoir échanger cette data avec un éditeur. Est-ce qu'on est prêt à aller confier la data, etc. Moi, en tout cas, chez nous, au niveau des SI, je les remercie, ils ont été OK pour pouvoir modéliser des fichiers, pour anonymiser évidemment tout. On est RGPD, hein, donc pas question d'aller transmettre de la donnée personnelle. Donc, ils ont fait un gros job là-dessus. On a eu la chance de pouvoir bosser en expérimentation pour découvrir. Donc ça, oui, ça c'est le premier frein. Ça va être comment on fait pour sécuriser la donnée qu'on va donner. Les éditeurs, nous, on a une grosse problématique, c'est-à-dire qu'on bosse avec 2 mastodontes qui ont le monopole des marchés pour les SI des bailleurs. Moi, j'aimerais bien qu'ils nous écoutent aujourd'hui puis qu'ils contribuent aussi à pouvoir nous accompagner, en tout cas dans nos outils métiers, pour pouvoir intégrer dans le métier du bailleur une aide précieuse pour le bailleur, pour sa productivité, mais aussi pour nos clients. C'est un petit message personnel à ces amis-là. Non. Et puis après, l'autre écueil, ça va être en interne. C'est-à-dire comment on accompagne au changement. Quand Internet est arrivé il y a des années, dans les sociétés, ça a été une révolution. Il a fallu accompagner le personnel. Là, c'est exactement la même chose. Il faut sortir de cette idée reçue de se dire, je mets de l'IA, ça c'est pour supprimer des postes.
Évidemment que non. Il y a d'autres choses qu'on n'a pas le temps de faire ou qu'on ne fait pas très bien aujourd'hui par manque de temps. Moi, j'y vois une énorme opportunité pour pouvoir justement repositionner des tâches ou des nouveaux services qu'on n'a pas le temps de faire et qui vont nous amener d'ailleurs. Du coup, ce gain de productivité va nous interroger pour ouvrir les chakras et voir sur quel service on peut bosser. Non, mais je complète en disant que en fait, on n'a pas la même sensibilité à l'IA. Et donc, l'objectif aussi dans nos métiers, c'est d'éveiller la curiosité. Et c'est au travers d'événements comme ça, au travers des rencontres qu'on peut faire aussi avec des experts du sujet. Donc voilà, l'objectif, c'est d'harmoniser cette curiosité et qu'on est, de toute façon, on sera obligé d'y aller, j'ai l'impression. Donc voilà, qu'on y aille tous ensemble avec les mêmes appétences. Oui, absolument. Donc il n'y a pas un secteur qui va être épargné. Donc le sujet, c'est de trouver les bonnes personnes au sein de l'entreprise ou en partenariat avec des startups, etc. Mais voilà, faut être un peu optimiste, enthousiaste en tout cas sur OK, on va s'y mettre. Et donc, à partir de ce moment-là, quelles sont ces personnes-là qui vont être un peu moteurs dans l'entreprise ? Moi, j'ai fait beaucoup de conduite du changement dans les années Internet, etc. J'ai écouté la table ronde précédente avec grand intérêt. Je ne suis pas un grand fan du grand bouleversement, d'embarquer toute l'entreprise, etc. Je pense qu'il y a quelques personnes clés qui doivent tirer, qui doit être la locomotive du train, et puis petit à petit, les trucs vont se mettre en place. Il faut trouver vraiment, peser le pour et le contre au bon niveau dans la société du choix du use case, du premier use case d'implémentation. Et voilà, les choses se font. Dans toute société, il y a un tiers de gens enthousiastes au changement, un tiers, je ne sais pas trop, qui attend de voir comment va se faire le truc, et puis un tiers de réfractaires. Bon, là, il faut essayer de tirer et d'avancer. Donc, c'est vraiment un choix de personne, je pense. Super. Et peut-être pour compléter ce que vous m'aviez dit pendant la préparation de cette conférence, qui m'avait paru être très pertinent, c'est les sessions d'immersion entre une personne côté métier et une autre personne type data scientist. Et ça permet probablement en fait, d'avoir une meilleure compréhension les uns des autres du contexte de son collaborateur et voilà, de ses problématiques, et de pouvoir mieux communiquer, parce que on en fait probablement tous l'expérience. Les techniques ne savent pas forcément tous communiquer avec les métiers. Et pour conclure, on a un tout petit peu dépassé, je m'en excuse. J'avais envie de vous demander à tous vos 2-3 conseils phares en 30 secondes chacun. Ça va pas être facile, ça. Conseil phare, c'est accompagnement. Mais ça doit être un peu le marqueur bailleur social. Accompagnement au changement, ça c'est... voilà. Rester en veille tout le temps et se diriger, interroger les différents acteurs qui sont compétents en la matière. Moi, je ne suis pas data scientist. L'IA, je trouve ça voilà, je suis hyper curieuse, mais j'ai eu besoin d'échanger avec des gens dont c'est le métier et qui sont hyper intelligibles. C'est-à-dire qu'en fait, même en n'y connaissant rien, on comprend bien, on arrive à se dire la plus-value qu'on peut avoir. Moi, c'est un peu la même chose, c'est curiosité, ouverture d'esprit, et se dire que en fait, tous les besoins que l'on a, alors on ne sait pas avec quel partenaire, mais en tout cas, on peut les améliorer, et oui, ouais, c'est ça, on peut les coder, mais on peut les améliorer, et l'IA peut nous aider là-dessus. Donc vraiment, ouverture d'esprit, voilà. Moi, je dirais recruter les bonnes personnes, j'en ai parlé, et surtout les mettre au bon niveau. C'est vraiment un sujet de COMEX d'entreprise, parce que ça va modifier durablement votre avantage concurrentiel existant ou votre futur avantage concurrentiel, votre métier, et le modeler en fonction, voilà, votre core business va être étendu par rapport à d'autres sociétés dans votre secteur.
faut s'équiper d'outils, et donc pour ça, on ne va pas développer des solutions en interne, hein. Donc il faut s'atteler à trouver les bons partenaires pour le faire, mais équipez-vous. C'est pas juste copilote dans Microsoft, que si on fait ça, on n'a pas compris que les données elles partaient chez Microsoft, etc. Donc il faut vraiment réfléchir à son architecture et avoir sa propre architecture pour bien comprendre les enjeux qu'il y a autour, et puis investir dans votre futur au bon moment. Pourquoi pas faire une extension ou des opérations de consolidation dans votre secteur avec des gens qui ont peut-être plus de data que vous ou plus de savoir-faire dans tel type de métier qui va devenir clé pour reboucler sur votre business model. Voilà, donc restez bien en éveil sur tous ces sujets. Merci pour vos conseils. J'ai l'impression tout de même que la data, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc peut-être avoir des données hyper structurées, un SI, un CRM, etc. hyper structuré. En tout cas, je tenais à remercier l'ensemble de nos invités pour votre contribution. J'espère que vous avez pu capter de nouvelles données, de nouvelles informations qui vont vous, peut-être pour certains, vous donner envie d'aller commencer à vous y intéresser, pour d'autres d'enclencher la seconde sur la mise en place de certains projets. En tout cas, mille merci pour votre attention, et puis on vous invite à nous rejoindre à présent pour le déjeuner.